Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, nouvel horaire pour les débats. On va commencer vers 11h moins le quart. Et oui, on a un 10h midi, le retour des 2 heures pour l'émission Média et les débats. Ensuite, vous aurez André Berkoff entre 12h et 14h. Et donc, on est ravis de vous retrouver et de retrouver nos débatteurs en pleine forme avec une actualité qui ne manque pas d'intérêt. Et je pense qu'on va avoir des débats passionnants avec vous. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Et aujourd'hui, Kevin Bossuet est là. Bonjour Kevin. Bonjour Valérie. Vous avez passé de bonnes vacances? Ah, mais très bonnes vacances. Oui. Professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. On peut vous retrouver sur YouTube. Votre chaîne s'appelle Les Indécis. C'est une chaîne de débat politique. Et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication. Et vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur. Et vous avez publié La com est un métier. C'est aux éditions Bréal, Studierama. Bah oui, ils nous ont gâtés, nos amis politiques, pour cette rentrée entre les universités des uns et des autres, de LFI en particulier. Gabriel Attal hier qui annonce l'interdiction de l'abaya à l'école, les épreuves du bac, fini les épreuves anticipées en mars. On se demande déjà comment l'idée avait pu germer dans la tête de quelqu'un et ne pas imaginer que s'il y avait des examens en mars, après il y a évidemment moins d'intérêt à travailler. Et puis effectivement Gérald Darmanin qui fait sa rentrée. Bref, beaucoup de sujets. Puis j'avais envie toujours de faire ce petit tour, vous demander ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres, peut-être pendant l'été ou plus récemment en dehors de cette actualité. Michel Taube, on va commencer avec vous. C'est très récent, mais c'est tout à fait étonnant. Ah, c'est vraiment tellement américain. Ouais. Le mugshot, vous connaissez le mugshot. Donald Trump a donc comparu pour la énième fois devant un tribunal à Atlanta, et il n'a pu échapper à la fameuse photo que l'on prend pour les prévenus qui sont inculpés en vue d'un procès ultérieurement. Et incroyable, cette photo a été transformé, donc on appelle le mugshot, donc comme un mug. Ouais. Trump et ses équipes en ont fait en fait un outil de communication et un outil de business, de sorte qu'ils ont vendu des centaines de milliers de mugs, de tasses, avec cette photo judiciaire. Et il a levé plus de 7 millions de dollars en quelques jours de soutien, de donateurs qui sont derrière lui. Et le plus important, c'est que plus il est poursuivi par la justice américaine, il est impliqué dans plein d'affaires sexuelles, des affaires évidemment de presque complot politique pour faire tomber la République américaine, rappelez-vous, il y a 3 ans, il engrange dans les sondages des soutiens massifs. Il est dans les sondages pour l'investiture du candidat des Républicains très très largement en tête sur ses concurrents. Il écrase tout, quoi. Et en fait, plus il est inculpé, plus il se victimise et plus il a des soutiens qu'il engrange. Et donc, ce à quoi je voulais en venir, c'est au-delà cette caricature, c'est qu'en fait, on a peut-être avec Donald Trump le prochain président des États-Unis. C'est tout à fait possible. Parce que quand bien même il serait condamné par la justice américaine dans telle ou telle des affaires qui lui sont reprochées, cela ne l'empêcherait pas d'être candidat à la présidence des États-Unis et d'être élu. Il pourrait même, selon certains constitutionnalistes, être condamné à de la prison et continuer à gouverner de sa geôle américaine. De toute façon, il ne sera pas jugé avant l'élection de novembre de l'année prochaine. Donc on est vraiment dans une situation inédite. Et encore une fois, Donald Trump, à mon avis, est sur une rampe de lancement. Joe Biden sera-t-il capable de battre une deuxième fois Donald Trump? C'est vraiment rien n'est joué, et Donald Trump est peut-être le prochain président des États-Unis. Oui, une réaction. C'est vrai que ces 7 millions de dollars récoltés en quelques jours, avec sous la photo cette inscription Never surrender, ne vous rendez jamais, ne jamais se rendre. Hein. Non, mais Alex Darmon. Surtout son concurrent Joe Biden, ça le fait rire. Quand on lui pose la question, sa réaction c'est de dire beau gosse avec le sourire quand on lui parle de ce mugshot.
ça donne un peu le niveau de la politique américaine en ce moment. Et effectivement, je pense que ce qui est en train de se jouer, c'est cette élection américaine, mais c'est aussi l'avenir de la guerre en Ukraine. Parce que si vous avez en Russie, si vous avez Donald Trump qui arrive demain au pouvoir, je peux vous dire que la guerre, c'est pas la même chose. Je pense que Donald Trump, il retirera tout ce qu'il a engagé, qu'il arrêtera d'aider les Ukrainiens. Et donc, ça, c'est une inconnue complète qui est en train de se jouer. Et j'ai l'impression qu'on prend pas la juste mesure des choses en France, en Europe et aux États-Unis de ce qui est en train de se passer. Bon, on n'y peut pas grand-chose non plus, Kevin. Non, mais là, je vois l'anti-Trumpisme jaillir. Enfin, avant qu'il soit élu, on entendait que ça allait être l'apocalypse, que ça allait être terrible, que ça allait être l'enfer. Je rappelle que sous le mandat de Trump, il n'y a pas eu une seule guerre enclenchée par ce dernier. Donc, à un moment donné, il a failli être réélu. Il a un bilan économique plutôt bon. Il a fait du protectionnisme américain qui a pu être plébiscité par une partie, en effet, des Américains. Et surtout, aux États-Unis, ce qui est assez incroyable, c'est que tout est clivé, c'est-à-dire qu'il y a un état de détestation sidérale entre les deux camps, et ces deux camps sont clairement irréconciliables, et le fait de jouer l'anti-système, en effet, lui apporte des voix, parce qu'en effet, les démocrates sont jugés comme étant conformistes, sont jugés comme étant détruisant la civilisation américaine, etc. Donc je pense en effet que Donald Trump peut être le prochain président des États-Unis. Oui, Frédéric Fougera, en termes de com, c'est à la fois, ça se passe là. Il y a des t-shirts aussi, je suis en train de voir, official merchandising, il y a des t-shirts, il y a des mugs, il y a des gourdes, des goodies. Des goodies. Ouais, c'est à la fois épatant et effrayant. Et effectivement, en termes de business ou en termes de communication, on est loin d'arriver à la cheville des Américains. Un certain Dominique Strauss-Kahn, avec les menottes au poignet, n'a pas eu autant d'idées, autant d'effets sur son business et son avenir politique. Mais bon, je partage tout ce qu'il vient de dire, autant sur le fait qu'il n'y a pas eu de crise majeure, en tout cas géopolitique. Comme une grosse crise majeure quand il est arrivé, quand il n'a pas été réélu. Il a quand même le Capitole. Il n'y a pas eu de guerre, mais quand on est dans une situation où il y a une guerre aujourd'hui, on se demande ce que ça représente. Ça représente et ce que ça deviendrait avec lui à la tête des États-Unis. Mais en termes de communication, c'est hyper puissant. Je pense que Donald Trump est peut-être un peu fou quelque part à certains égards, parce que encore une fois, vouloir faire tomber le Capitole ou prendre le Capitole, c'était quand même extrêmement grave. Après, dans son bilan positif, il y a aussi, je veux absolument le dire, les accords d'Abraham, c'est-à-dire le traité de paix entre Israël et les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, qui est une mesure très importante. Le Maroc qui a embrayé à bien des égards, et ça, c'est une raison d'espoir. Et je voudrais toujours que l'Europe, et particulièrement la France, ne soit pas plus impliquée. Et je dois juste citer, excusez-moi, je le fais pas souvent, mais mon dessinateur Régis Hector d'Opinion Internationale, qui croque souvent Trump en Dalton, avec ses différents épisodes judiciaires. C'est vraiment à voir, selon moi. Allez, on continue ce tour de table. Alex Darmon, c'est un coup de cœur pour un documentaire. Oui, un documentaire qui a été diffusé hier soir sur France 5 sur la réforme des retraites, les dessous de la crise, c'est le nom du documentaire, qui permettait hier aux téléspectateurs de revenir un peu à froid sur ce qui s'était passé avec tous les acteurs et toutes les actrices de cette crise. Alors il y en a qui disent crise démocratique, justement on en parle dans le documentaire, cette crise politique. Vous avez tout le monde qui intervient, que ce soit Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, Monsieur Martinez, Sophie Binet et surtout Berger de la CFDT qui, avec le recul et grâce à ce documentaire, on se rend compte que ça a vraiment été l'homme de cette période-là, le détonateur que tout le monde défendait, que tout le monde encensait pour certains, ou pour d'autres que tout le monde critiquait, notamment le président Emmanuel Macron. Vous voyez très bien dans ce documentaire comment la relation entre la CFDT et Monsieur Berger et Monsieur Macron s'est détériorée au fil du temps. Et le documentaire est vraiment bien puisque vous avez tous les avis, vous avez tout aussi, faut bien le reconnaître, la France insoumise, enfin on parle de son rôle, et Jean-Luc Mélenchon qui dit que c'est une stratégie de ne pas aller au vote. Il le dit hier soir dans le documentaire que pour lui c'était complètement contre-productif par rapport à Martinez ou Berger que d'aller au vote. Et donc je trouve que ça fait du bien un peu d'avoir, avec le recul, avec un peu de repos et les vacances, de revenir sur cette crise institutionnelle. Ça a été une crise institutionnelle à un moment donné, et surtout de revenir sur cette grand moment de l'année 2023. Bon, voilà. Donc à regarder sûrement en replay. On parlait de la NUPES, Frédéric Fougera, un coup de gueule.
Un coup de gueule, oui, mais en rapport aussi avec d'ailleurs la réforme des retraites. Mon coup de gueule, il va contre tous ces politiques qui ne respectent ni leurs paroles ni leurs convictions, si toutefois ils en ont. Et je pense plus spécifiquement tout de suite à Ségolène Royal, qui a fait savoir ce week-end à LFI, après avoir réfléchi pendant tout l'été, alors que ça fait des mois qu'on en parle, qu'elle accepterait d'être tête de liste d'une union de la gauche, dont pourtant et les Verts et les communistes et une partie des socialistes ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas. Donc on ne sait pas tellement où ça peut aller. Alors je parle de la même Madame Royal, qui avait certainement accepté d'être la première ministre d'Emmanuel Macron, qui lui avait évidemment jamais proposé, et qui tente maintenant de se présenter en première opposante à la tête d'une liste LFI. La même Ségolène Royal, donc, qui après s'être engagée auprès de la NUPES pour la retraite à 60 ans, elle voudrait avoir un mandat de député européen jusqu'à l'âge de 75 ans. Donc voilà, ras-le-bol de cette incohérence du discours et de la pratique. Ces pratiques insupportables de politique qui expliquent au pays ce que les Français doivent faire, mais qui devraient commencer par se l'appliquer à eux-mêmes. Alors peut-être on pourrait les suivre. Ça commence à se voir un peu, non? C'est un peu gros quand même. Oui, mais il y en a vraiment ras-le-bol. Kevin? Oui, non, mais je pense qu'il y a une peur viscérale de disparaître du champ politique et disparaître du champ médiatique, et donc elle est prête à tout pour essayer d'obtenir un poste, parce qu'elle n'accepte pas finalement de disparaître. Je pense que c'est ça la clé d'explication. Mais ça se voit beaucoup. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être un grand politologue pour voir qu'elle cherche à sauver sa peau et qu'elle est prête à toutes les compromissions, parce qu'elle a quand même des positions sur la sécurité dont on se souvient, qui étaient quand même très éloignées par rapport aux lycéens qui avaient été mis à terre par des policiers. Elle avait dit que ça leur avait pas fait de mal. C'est quand même l'inverse de ce qu'on pense quand même aujourd'hui à la France insoumise. Mais c'est vrai que de toute façon, elle ne veut pas disparaître. Elle ne veut pas disparaître. Non. Par contre, il va falloir qu'elle fasse des choix, parce qu'elle peut pas tout faire. Elle peut pas faire touche pas à mon poste tous les soirs. Et en plus, non mais c'est vrai. Elle est candidatée aux élections européennes. C'est pas du tout un tac envers touche pas à mon poste. C'est-à-dire que c'est un métier d'être chroniqueur, d'être journaliste. Vous le savez tous ici autour de cette table. On peut pas. Et puis même c'est pas autorisé. Elle viendra, paraît-il, comme expert politique pour. Dans ces cas-là, son temps de parole sera décompté. Son temps de parole sera décompté. Dans ces cas-là, parce que les élections européennes auront lieu le 9 juin 2024, donc très vite. Moi, je pense qu'elle est un peu perdue et qu'il faut qu'on la conseille, cette dame. Pour aller dans le sens de disait Frédéric, quand elle a publié son livre, elle était venue nous en parler d'ailleurs. Elle avait fait Touche pas à mon poste la veille pour parler de son livre. Et il y a eu elle a vu une hausse des ventes de son livre dans Touche pas à mon poste. Donc elle a vu qu'il y avait un impact réel à être dans cette émission. Donc ça rejoint tout à fait le côté intéressé de la chose. Michel Taube. C'est d'autant plus ridicule que Jean-Luc Mélenchon avait dit « La République, c'est moi » face à un policier qui venait lui notifier une décision de justice. Et Ségolène Royal nous a fait le coup, l'union de la gauche, c'est moi. Sauf que, évidemment, il n'y a pas d'union de la gauche, surtout pas sur l'Europe, où les différences entre Europe, Pelco et Gilets Verts et les Insoumis sont considérables. Donc voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau, et à mon avis, c'est pour satisfaire son ego et pour préparer sa rentrée médiatique. Bien sûr. On va marquer une toute petite pause, c'est l'heure du journal, 11h, et on se retrouve dans un instant. Je ne vous ai pas oublié, Kevin, vous aviez un coup de cœur. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le retour des débats sur Sud Radio, nouvel horaire, on commence vers 11h moins le quart désormais. Et aujourd'hui, pour cette rentrée, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Alex Darmon, journaliste politique, et votre chaîne sur YouTube s'intitule Les Indécis, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, c'est une agence de communication, vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur, et votre livre La com est un métier, ça c'est sûr, aux éditions Bréal Studirama. Tiens, j'avais pas prévu. Que vous avez pensé des photos d'Emmanuel Macron en vacances publiées par sa photographe officielle? C'est une bonne com ou pas? Vous les avez vus ou pas? Où on le voit sauter à la corde sur un jet ski? J'en ai vu certaines, c'est pas la première fois. Non, je trouvais ça étrange. Même dans l'entourage du président de la République, j'ai le sentiment que le travail de cette photographe est parfois contesté ou redouté. Il y a un côté un peu intime, un peu décalé, qui peut-être peut plaire à certains. Je suis pas certain que c'est une grande utilité. Je pense pas que ce soit de la communication politique. Ça participe certainement à montrer que c'est un homme comme vous et moi qui peut faire du sport, qui peut transpirer, mais est-ce que c'est ce dont on a besoin? Est-ce que c'est l'image qu'on a besoin de voir du président de la République?
Je n'en suis pas certain. Ouais. Kevin Bossuet, c'est un coup. Alors je rappelle, au sommaire, on va parler évidemment de l'annonce qui a été faite par Gabriel Attal d'interdire l'abaya à l'école, de rechanger les dates des épreuves anticipées du bac, et puis on reviendra sur la rentrée de Gérald Darmanin. Alors Kevin, vous aviez un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène médiatique, pour la promotion de son livre Le temps des combats. On a retrouvé un Nicolas Sarkozy vigoureux, un Nicolas Sarkozy vraiment de droite, un Nicolas Sarkozy vraiment lucide, faisant des diagnostics tout à fait intéressants. Par exemple, il parle d'une civilisation occidentale en danger, en mettant en avant nos racines chrétiennes. Il dit qu'il faut être ferme sur l'immigration. Il dit également qu'il faut restaurer l'autorité, mais également avec des propos de bon sens, comme sur l'Ukraine, évidemment, que les Russes ne sont pas nos ennemis, c'est Vladimir Poutine qui est un ennemi. Et de manière plus générale, je trouve qu'on est un petit peu ingrat vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. J'entendais certains militants, les Républicains, parler de trahison, mais je rappelle que lors de la primaire de 2016, c'est le parti qui a tout fait pour évincer Nicolas Sarkozy en essayant de mettre des bureaux de vote ici plutôt qu'ici pour favoriser le vote Fillon ou pour favoriser le vote Juppé. Et de manière générale, je trouve que Nicolas Sarkozy était un grand président de la République. Il a réussi véritablement à sortir la France la tête hors de l'eau lors de la crise économique de 2008. Il était impeccable lors de la crise en Géorgie. Et surtout, il a changé la vie des Français avec la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore la création du statut d'auto-entrepreneur. Et donc, la suppression des policiers. Oui, la suppression des policiers, mais je crois que nous avons une dette astronomique et je crois que c'est monsieur Fillon qui disait que la France, les caisses étaient vides, mais je crois qu'il avait raison. Et si on avait fait des réformes à la hauteur de nos capacités, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc vive Nicolas Sarkozy, moi je l'aime beaucoup. Il n'a pas tout fait bien. Par exemple, s'asseoir sur le référendum de 2007, moi je suis plutôt contre, mais globalement je trouve qu'il a un bon bilan et j'aimerais le saluer parce que je l'aime beaucoup. Bon, et non, visiblement il y a la queue. Il y a la queue devant les librairies pour son livre. Carla Bruni hier a mis sur Instagram une photo il n'a pas besoin de pub. Non, il n'a pas besoin de pub. Vous avez lu le livre? Je l'ai lu, moi. Ouais, je l'ai lu. Il suit très vite. C'est toujours intéressant de lire Nicolas Sarkozy. Vous êtes professeur, je crois. Oui. Alors allez-y, lisez-le, parce que je peux vous dire qu'il met un taquet au professeur. Mais il a bien raison. Ah bah peut-être, mais en tout cas, il met un taquet au professeur vraiment en disant que c'est des fainéants, en quelque sorte. Que... il n'a pas tout à fait tort. Très bien. Ça leur fera sans doute plaisir. Bon, après, c'est assez violent. Il met des taquets aussi à beaucoup de collègues politiques, notamment. Il commence par ça, en mettant un énorme kick à Alain Juppé sur l'identité heureuse, en disant que certains ont fait campagne là-dessus. Voilà. En tout cas, c'est toujours intéressant de lire ce que je disais tout à l'heure avec le documentaire. C'est pareil, d'avoir à froid le regard d'un président de la République qui effectivement a eu 5 ans qui ont été chargés, parce qu'il y a eu la crise de 2007 des subprimes, ensuite il y a eu la Géorgie. Après, alors il n'arrive pas jusqu'à la fin de son mandat, ça s'arrête en 2011, mais c'est 4 années vraiment costaud, je peux vous le dire, et on n'arrive pas à décrocher parce que il a aussi cette, alors je sais pas comment il fait, mais il a aussi cette faculté à écrire quand il écrit, à mettre des petits tacles à tout le monde, et ça forcément ça vous accroche. Donc il y a pas de langue de bois dans son livre. Il parle même de sa relation avec François Fillon. C'est assez intéressant. C'est un livre, je pense, pour la mémoire à lire, comme le livre de François Hollande était à lire aussi pour la mémoire, mais qui était quand même, il faut bien le reconnaître, beaucoup moins bon que celui de Nicolas Sarkozy. Mais ça se voit dans les ventes d'ailleurs. Ça se voit dans les ventes. Nicolas Sarkozy vend beaucoup plus que François Hollande. Et puis il raconte sans langue de bois, comme vous le dites. Effectivement, Nicolas Sarkozy, énorme vendeur de livres, ça c'est intéressant parce que les politiques ne vendent pas beaucoup. Absolument. Ils en produisent beaucoup, mais ils n'en vendent pas forcément énormément. Ce qui serait intéressant, c'est après le temps des tempêtes, c'est le temps des combats. Donc, quelle va être la météo pour le prochain bouquin? Voilà, le temps du départ, le temps de la retraite, le temps du retour, je ne sais pas. Ça peut être intéressant. J'ai noté, j'ai pas encore lu le bouquin, mais j'ai noté une phrase qui a été beaucoup reprise dans la presse, que j'ai trouvé ça intéressante, notamment, et ça montre aussi à quel point on est plus intelligent quand on a du recul et qu'on a un peu de vision plutôt que quand on est dans l'action. C'est quand une petite critique vis-à-vis de Macron, en disant Macron pense qu'il est qu'il peut être le maître du temps, mais le temps ne nous appartient pas. Mais de Mitterrand à Sarkozy, quel président n'a pas pensé être le maître du temps? Quel président n'a pas essayé de montrer que personne ne lui imposait un calendrier? Bon, là c'est toujours amusant de voir le recul qu'on peut avoir quand on n'est plus dans la fonction. Et il dit aussi 2 choses essentielles. Il dit que le Rassemblement national est un parti républicain, et je suis plutôt d'accord avec lui, et il dit qu'il faut une
une alliance des droites, une alliance entre les amis, avec le Rassemblement pas national, avec le Rassemblement national, mais avec les amis de Zemmour quand même, les Républicains et une partie de Renaissance. Donc c'est quand même un pas en avant. Oui, Véronique, une auditrice me dit, vous ne dites pas qu'en France, en Corse, lapsus intéressant, il s'est fait tacler. Ouais. Effectivement, c'est drôle de voir l'éditeur qui se réjouissait des files devant les librairies en Corse, mais qui a eu quand même des gens qui lui ont dit il faut partir. Moi, je voulais juste dire un mot sur Fayette qui a été tué à Nîmes. Fayette, 10 ans, victime de tirs de dealers, de racailles, de gens qui sèment la terreur. Et on n'a pas vu de marche blanche et on n'a pas vu de mobilisation pour ce gamin de 10 ans qui a été tué. Et les images... Il y a quand même une émotion très forte dans le quartier. Oui. Mais il y a d'ailleurs, excusez-moi Valérie, mais il y a une petite marche blanche. Oui, mais elle est très intéressante parce que cette marche blanche, il y a eu peu de personnes, et c'était surtout des femmes et des personnes âgées qui ont défilé, parce que les gens ont peur en fait. Les gens ont peur. Surtout, on a pu voir sur les images les dealers qui continuaient leur job pendant cette marche. Mais j'ai trouvé très émouvant le fait que seules des femmes et des personnes âgées, pour l'essentiel, défilent, parce qu'ils se sont peut-être dit à nous, ils vont peut-être pas s'en prendre. Mais voilà, il y a un terrain. Je voulais juste dire un mot sur Nicolas Sarkozy. J'ai pas pu le dire, mais franchement, l'auteur de livre très bien, mais son interview dans Figaro Magazine, qui est d'une complexité, d'une richesse très importante. En revanche, elle est profondément scandaleuse sur le fond, parce que quand même, en fait, comment dire, c'est un pied de nez considérable à la politique d'Emmanuel Macron. Il casse complètement la doctrine appliquée par la France et d'autres pays. Il oublie juste de demander dans l'interview que la Russie se retire d'Ukraine, au moins sur la partie qui a été envahie depuis début 2022. Il l'explique dans son livre. Oui, quand même, c'est quand même problématique. Et ça pose sur le plan diplomatique de gros problèmes, parce qu'effectivement, je ne sais pas si c'est dans le rôle de l'ancien chef de l'État de s'immiscer autant dans une affaire aussi complexe et présente et qui est sanglante aujourd'hui même. La France est présente par des livraisons d'armes, par des militaires au sein de l'OTAN. C'est à mon avis très très discutable. Sans prendre sa défense, vraiment c'est ce qu'il explique dans le livre en disant le président de la République Emmanuel Macron nous dit on ira jusqu'au bout pour défendre l'Ukraine. Et c'est ce qu'il pose comme question. Ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? Ça veut dire demander de rendre la Crimée, ça veut dire de s'engager. Et c'est vrai qu'on ne sait pas aujourd'hui. Donc il a une position que pragmatique. Non, alors pragmatique, je sais pas, c'est sa position. C'est une position politique en tout cas, et je pense qu'elle est intéressante de la part d'un ancien président de la République, avec le recul aussi d'avoir cet avis-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Emmanuel Macron nous dit on ira jusqu'au bout, mais on ne sait pas ce que ça veut dire aller jusqu'au bout. On se retrouve dans un petit instant. L'abaya va être interdite à l'école. Que pensez-vous de cette annonce faite par Gabriel Attal hier? On en parle avec vous dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi avec Kevin Bossuet, Michel Taube, Alex Darmon et Frédéric Fougera. Gabriel Attal a donc annoncé hier l'interdiction de l'abaya à l'école et la fin des épreuves anticipées du bac en mars. On va commencer par parler de l'abaya, de cette annonce. On sent qu'il y a une volonté, il y a une reprise en main très claire du ministre de l'Éducation avec des mots clairs, nets et précis. Vous êtes enseignant, Kevin Bossuet. Est-ce que vous y avez été confronté dans l'établissement où vous êtes ? Non, j'ai pas été confronté directement. Parfois, il arrive que certains élèves adoptent des tenues culturelles, voire religieuses. Quand on discute avec eux, ils rentrent chez eux, ils se changent et ils reviennent. Donc, on n'a vraiment pas eu des cas où il y avait quelque chose de vindicatif. Mais dans certains établissements, il y a une volonté de certains élèves de s'en prendre en effet à l'école de la République, de défier l'autorité des professeurs et des chefs d'établissement, parfois avec une instrumentalisation de certains islamismes à travers des clubs de foot ou à travers des associations. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour les chefs d'établissement de faire face à cela. Et le pire, il y a une utilisation des réseaux sociaux à des fins militantes, puisque quand on a réussi à rentrer dans ce sanctuaire qu'est l'école de la République, évidemment, on s'en vante en faisant des selfies, etc., etc. Là, pour le coup, Gabriel Attal a fait preuve de fermeté. C'était quelque chose qu'on attendait,
puisque auparavant, comment ça se passait? Concrètement, il n'y avait pas de consigne claire. Non, il n'y avait pas de consigne claire. C'était au chef d'établissement d'apprécier si la tenue était religieuse ou pas. Donc forcément... Mais ce sera toujours le cas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une abaya? Oui, mais là, d'accord, Oui. qu'est-ce qu'une abaya? Mais je pense que si la circulaire est assez claire pour définir ce que c'est qu'une abaya, et au moins les chefs d'établissement vont pouvoir brandir la circulaire en disant c'est interdit, c'est l'éducation nationale qui l'interdit, ce n'est pas de mon fait, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'établissement qui ont été accusés d'islamophobie, parce qu'on jugeait en effet que c'était contre les musulmans, mais là, il y a une circulaire, et je pense que c'est bien que Gabriel Attal, en effet, interdise cela, au moins maintenant c'est clair. Alors, je vous lis la réaction du vice-président du CFCM, qui a répondu « L'abaya n'est pas une tenue religieuse, c'est une forme de mode. » Alex? Non, mais cette histoire, elle est très très compliquée. Hein. C'est Abdellah Zekri qui a répondu ça. Cette histoire, elle est très compliquée parce que moi, alors d'abord, le fait c'est hyper important que le ministre de l'Éducation nationale se soit prononcé contre l'abaya, et moi je suis en accord avec cette décision-là. Mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'en cette rentrée scolaire, le sujet le plus important, ça soit effectivement comment les élèves s'habillent. Ça, pour moi, ça veut dire qu'on a vraiment on est tombé bien bas dans l'école de la République. Ça, c'est un premier point. Et le souci dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une conception de la laïcité entre les gens de notre génération, Kevin, et les plus jeunes, qui est complètement différente. C'est-à-dire que quand vous prenez un sondage qui a été publié au mois de juin dernier, vous savez, au moment des hijabeuses, au moment des joueuses de football qui portaient le hijab pour jouer, vous aviez 75% de la population française qui était contre le port du hijab, et vous avez 48% des jeunes de moins de 25 ans qui étaient pour le port du hijab. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en fait, il y a une cassure, qu'on a raté des choses dans l'éducation de nos élèves avant, et que la laïcité n'est pas perçue de la même manière par ces jeunes de moins de 25 ans que par nos générations. Et donc, aujourd'hui, vous interdisez l'abaya à l'école. C'est très bien, c'est important, il faut le faire, parce que la laïcité, c'est ça, c'est aussi venir tous pareils à l'école. Ne pas pouvoir déterminer la religion de quelqu'un. Maintenant, comment vous faites? Respectez ça. Deux, quand vous avez le vice-président du CFCM, comme vous venez de le dire, qui dit que ce n'est pas une tenue religieuse, mais que c'est un accessoire de mode, comment vous voulez qu'on soit aidé? Oui, et que vous avez la France Insoumise, Clémentine Autain, qui vous dit jusqu'où ira la police du vêtement. C'est ça, la police du vêtement, elle n'est pas en Iran, la police du vêtement? C'est ce que lui a répondu Marie Cabrette du Printemps républicain. Elle dit quelle honte d'invoquer une police du vêtement qui n'existe pas en France quand on sait ce qu'elle fait subir aux femmes fillettes en Iran, en Afghanistan, en Arabie Saoudite. Effectivement, la honte d'un tel propos, me semble-t-il. D'abord, moi j'aimerais rappeler la loi du 15 mars 2004 qui interdit aux élèves de porter dans l'école publique tout port de signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Donc l'abaya, c'est quoi? Alors, je tentais de donner une définition. C'est une robe portée par des femmes de confession musulmane. Rien que cela suffit déjà à afficher l'appartenance à une religion. Après, c'est pas n'importe quel vêtement religieux. C'est une forme traditionnelle ou de mode. J'accepte volontiers le terme de mode. De quoi? Du hijab. En fait, c'est une déclinaison à la mode du hijab, qui est un vêtement. Étant le foulard. Oui, et qui est là, pas n'importe quelle appartenance à l'islam, qui est généralement une appartenance à un islam plus rigoriste, qui est un islam qui porte des valeurs très précises, et notamment celle de la soumission de la femme à son mari. Et donc, ou son futur mari. Et une relation entre l'homme et la femme qui est celle qui vise à une séparation. Donc, je pense que Gabriel Attal a tout à fait raison. L'abaya, c'est un vêtement religieux. C'est un vêtement religieux. Il a le courage de le poser très clairement. Il est même encore plus clair que l'avait été Jean-Michel Blanquer lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Donc moi, je trouve que c'est très utile ce qu'il fait là. J'espère qu'il va être suivi, parce que là, on entend des attaques contre lui, mais j'aimerais entendre d'autres membres de la Macronie le soutenir. J'aimerais entendre également les Républicains le soutenir, parce que mais parce que ça va pas être simple. Et le dernier point que je veux dire, c'est que malheureusement, l'application effectivement de cette
directive, de cette, je ne sais pas comment concrètement il va le traduire, ne va pas être simple. Et notamment... Et constitutionnellement, est-ce que c'est possible? À mon avis, oui, mais le problème, c'est ce que le Pape Ndiaye avait invoqué, en disant qu'il ne pouvait pas le faire parce que constitutionnellement, c'était juste border. Je vous lis également Sandrine Rousseau, ça nous aurait manqué en cette rentrée. L'année dernière, c'était l'interdiction du crop top qui était annoncée le 12 septembre. Cette année, c'est l'abaya, le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles, toujours. Mais quelle honte, ce tweet, mais quelle honte de dire ça quand on sait ce que représente dans les pays justement comme l'Afghanistan, l'Iran, ces femmes qui se battent. C'est une honte de dire une chose comme celle-là. C'est franchement, moi je suis ultra choquée par ce mot comparé l'abaya à un crop top. Non, le contrôle des corps, il est plutôt. Et il faut rappeler, on le disait hors antenne, que dans certains pays, on pense à des pays comme à l'Azerbaïdjan ou à des pays comme cela. Les voiles intégraux sont interdits. Oui, et j'aimerais répondre aussi au vice-président du CFCM, qui d'ailleurs n'existe plus, puisqu'il a été dissous et remplacé par le FORIF, qui est une institution complètement inexistante dans le cadre de l'islam de France, entre guillemets et 25 guillemets. C'est que son prédécesseur, président du CFCM, M. Moussaoui, avait dit que le voile, comme le hijab et tous les voiles possibles et imaginables, ne sont pas des prescriptions de l'islam, ne sont pas des obligations. Bien sûr. Et M. Moussaoui, il pesait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il ne pèse malheureusement plus, mais voilà, donc ne tombons pas dans ce piège d'imposer des vêtements religieux. Frédéric Fougera. Mais moi, sur ce type de sujet, je me demande souvent si on se pose réellement les bonnes questions. Je suis pas certain que la question principale, ce soit de savoir si c'est un vêtement religieux ou pas. En fait, c'est un instrument politique. Bien sûr. Qu'il soit religieux ou pas, quelque part on s'en moque, c'est un instrument politique. On a parlé de défier l'autorité, c'est bien ce que font ces jeunes, et pas forcément d'ailleurs avec une intention religieuse ou politicienne derrière, mais c'est plutôt une caractéristique de l'âge ou de la jeunesse. Assurément, on a parlé d'instrumentalisation. Il y a derrière ça beaucoup d'instrumentalisation. Interdire l'abaya, c'est une chose, c'est probablement très bien, comme interdire l'ensemble des signes religieux, ce qui n'est en réalité pas le cas. Mais là, peut-être qu'une des vraies questions aussi, c'est on interdit l'abaya, donc demain ça sera quoi? La nouvelle abaya, parce qu'on va trouver une nouvelle façon d'expression politique pour venir mener ce combat culturel qui en réalité est un combat politique. Je suis d'accord avec ça, et j'aimerais répondre à Alex quand il disait que les plus jeunes avaient du mal avec la conception traditionnelle de la laïcité. C'est un fait, mais quand il y a une enquête qui a été réalisée par l'Institut IFOP il y a quelques mois qui montrait que 20% des enseignants sont pour le port de tenues religieuses au sein des établissements scolaires. Et quand on s'intéresse aux enseignants de moins de 30 ans, c'est 41%. Comment voulez-vous que des enseignants enseignent et fassent appliquer la laïcité quand, en conscience, ils n'y croient pas eux-mêmes? Il y a quand même cette question à mettre en avant. Et le gros problème dans l'éducation nationale, ce sont évidemment ces profs d'extrême gauche qui font tout pour ne pas appliquer les règles qui viennent du ministère. Jean-Michel Blanquer, qui était plutôt un bon ministre, qui était plutôt quelqu'un de pragmatique, s'est heurté aux syndicats, s'est heurté à ces profs d'extrême gauche. Et l'un des défis pour Gabriel Attal, évidemment, c'est de canasser ces derniers pour faire appliquer les lois de la République. Il est là le problème. L'éducation nationale est vérolée par des professeurs qui font tout pour remettre en cause ses fondements. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que disait Alex Darmon, c'est-à-dire à savoir, c'est le sujet dont tout le monde parle ce matin, l'abaya, c'est un sujet important, je suis d'accord avec vous, mais ça dit quelque chose aussi de notre société, des craintes qu'on peut avoir, des clivages qu'il peut y avoir. Et on pourrait aussi s'interroger sur le niveau scolaire. On pourrait s'interroger sur le manque de profs dans les écoles. On pourrait s'interroger sur le salaire des professeurs, sur le salaire des enseignants. Enfin, il y a des sujets qui concernent l'éducation nationale qui sont très 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 importants et très. Enfin, vous le savez. Oui, bien sûr. Vous-même. C'est-à-dire que les remplacements, comment ils vont se faire ces remplacements. Le ministre s'était engagé à ce qu'il y ait un remplaçant à chaque fois. Ça va se mettre en place. Bon, il y a des choses qui sont quand même mises en place à travers de ce qu'on appelle le PAC, c'est-à-dire
c'est-à-dire que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, va mettre en place le pacte. Qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat entre l'Éducation nationale et les enseignants, et si les enseignants l'acceptent, ils vont pouvoir remplacer tel ou tel collègue absent ou faire du soutien scolaire en échange d'heures supplémentaires, d'une rémunération importante. Encore une fois, le problème dans l'éducation nationale, c'est qu'il y a des syndicats complètement gauchisés, qu'il y a des enseignants qui nous racontent que faire 1 heure ou 2 heures en plus, c'est quelque chose d'impossible. Donc encore une fois, vous avez des mesures qui sont pleines de beau sens, qui se heurtent à la réalité. Et je pense qu'on n'arrivera pas à réformer l'éducation nationale avec une base de professeurs de ce niveau. Et ça s'explique pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on a sous-payé les professeurs, parce que les professeurs sont évidemment recrutés. Oui, ils sont, si vous voulez, victimes parfois de violences. Et quand vous sous-payez les gens et que vous ne leur offrez pas des conditions de travail dignes, les plus travailleurs, les plus motivés, ils font autre chose, ils vont dans le privé. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On va poursuivre cette discussion. On va parler également des épreuves anticipées qui n'auront plus lieu en mars et de la rentrée de Gérald Darmanin. À tout de suite. On est plutôt d'accord, mettez-vous d'accord. On n'a pas vraiment de voix dissonantes et même nos auditeurs, de ce que je peux voir sur le Facebook, et je vous encourage à réagir, sont plutôt d'accord avec cette mesure d'interdire l'abaya à l'école. Vous vouliez réagir également à ce qu'on disait précédemment, Frédéric Fougera. Valérie, juste avant la pause, vous posiez la question pourquoi on en parle tous ce matin ? Pourquoi on en parle tous ce matin ? Parce que ça a été un choix de communication du ministre de l'Éducation nationale hier soir d'aborder ce sujet au journal de 20h, le journal de 20h de TF1, pardon. De TF1, Ce n'est pas rien quand on tient ce genre de propos, ou de toute façon n'importe quel propos dans ce JT, on est sûr d'avoir une certaine reprise, peut-être façon de peser politiquement face à ses concurrents. Suivez mon regard, hier il y avait Gérald Darmanin qui faisait une rentrée politique pas tout à fait habituelle. Tous les ans il ne nous fait pas cette rentrée politique-là, donc c'était un contre-pouvoir au sein du pouvoir, il a fait parler de lui. Et on en parle. Je voudrais dire, parce que en fait l'idée qui est en train d'émerger, il y a un article du Figaro qui le montre bien, que le choix que fait Gabriel Attal d'interdire l'abaya serait le signe d'un rejet obsessionnel des musulmans. Je parle de citation de certains propos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc il faut répondre à ça. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas le rejet de l'abaya, l'interdiction de l'abaya, ce n'est pas un rejet obsessionnel des musulmans. C'est même le contraire. C'est la protection. C'est la protection de nos concitoyens musulmans contre une récupération et une prise en otage par un islam politique qui n'a rien à voir sur le sol français. Ça, c'est très important de le dire. Donc quand on se félicite du choix qu'a fait Gabriel Attal, parce que moi je m'en félicite, c'est pas du tout pour systématiser le concitoyen musulman. Pas du tout, c'est même le contraire. C'est pour les aider à être des citoyens républicains laïcs, comme ils le sont dans leur majorité, mais qui ont besoin qu'il y ait des signes très forts qui soient donnés pour leur permettre d'échapper à cette récupération islamiste. Alors, Stéphane dit, mais c'est juste une directive d'interdiction. C'est quoi la sanction en cas de non-port ? Vous l'avez dit, Kevin, tout à l'heure, on renvoie les élèves chez eux. On renvoie les élèves chez eux, on ne les accepte pas de cette manière. Et si vraiment ça s'accompagne d'insultes, ou etc., je pense qu'il peut y avoir évidemment des exclusions de l'établissement, voire des conseils de discipline. Après, il faut attendre, en effet, voir comment ça va être appliqué. Parce qu'il y a des endroits... Voté déjà. Comment ça va être voté ? Est-ce que ça va être un décret ? Est-ce que ça va être un projet de loi comme en 2004 ? Est-ce que ça peut être un décret ? Pourquoi pas ? Oui. Une directive. Sur le harcèlement scolaire, il y a eu un décret cet été. D'ailleurs, c'est le harcèlement scolaire. Enfin, je trouve que Gabriel Attal réussit sa rentrée. Mais je suis d'accord. Parce que sur le harcèlement scolaire, il prend deux décisions. Le harcèlement scolaire, c'est le harceleur qui doit changer d'école. Et sur l'abaya, c'est quand même des problèmes qui étaient importants dans les écoles et qui traitent de front. Mais il y a aussi autre chose qu'on ne dit pas sur Gabriel Attal, c'est que, à mon avis, il est soutenu de très très près par le président de la République. Et je me demande même si le président de la République, j'allais dire, ne lui dicte pas comme à l'école, mais ne lui dicte pas ce qu'il doit dire, ou en tout cas les sujets qu'il doit aborder. Parce que quand vous voyez l'interview du président Emmanuel Macron vendredi, qui nous explique que l'éducation nationale maintenant va être un sujet gardé du président de la République, ça dit aussi beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils se sont plantés depuis quelques années. Et qu'ils le voient et qu'ils le comprennent. Enfin, depuis quelques années, depuis en tout cas un an et demi, depuis qu'ils ont nommé Pap Ndiaye, on ne voyait pas l'école du tout. Et c'est un retour en arrière sur plus la politique et les idées
idées de Jean-Michel Blanquer, en mettant Gabriel Attal. Et en mettant aussi, je le pense sincèrement, Emmanuel Macron au-dessus de Gabriel Attal. Oui, certainement. Ce qui est sa position. Oui, en tant que président de la République. Mais... Il faut juste pas qu'il devienne le ministre de l'Éducation à la place du ministre de l'Éducation, en bypassant la première ministre au passage. Un choix politique, on voit qu'il y a une volonté politique, en tout cas, de dire les choses et d'être de plus en plus clair. Exactement, j'espère que vous avez raison. J'espère que vous avez raison, parce que Emmanuel Macron, il a quand même fait preuve, malheureusement, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, non seulement parfois de mollesse, il a perdu beaucoup de temps. La loi qu'il a fait voter pour la laïcité, notamment, a tardé à venir. Il a mis 4 ans pour la publier et il a pratiqué un peu le en même temps aussi sur ces questions qui, franchement, ne nous a pas rendu service. Donc, j'espère vraiment que vous avez raison et que effectivement, il se rebiffe un petit peu en nommant Gabriel Attal après cette erreur stratégique d'avoir nommé Pape Ndiaye. Je vous relis un tweet toujours de Marie Cabrette qui dit Abdallah Zekri avait dit il faut qu'on soit clair. C'est cet expert mode à propos de Mila menacée de mort, elle l'a bien cherché, et sur Charlie Hebdo en 2015, ils mettent de l'huile sur le feu. Voilà, c'est des propos qui situent un peu le personnage, et effectivement l'enjeu aujourd'hui, on va voir comment ça va se passer dans les écoles et s'il n'y aura pas un biais de trouver pour contourner l'interdiction. Soit de manière volontaire, soit de manière involontaire. Donc on va voir en effet l'application, mais de toute manière, ce n'est qu'une décision parmi tant d'autres qu'il faudrait mettre en avant, parce que on a de plus en plus de mal à enseigner certains pans du programme. Il y a quand même du harcèlement lié maintenant au communautarisme et lié à une affirmation identitaire. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Nous, en tant que hussards noirs de la République, on n'est pas forcément armés, donc on attend véritablement un soutien des rectorats et un soutien du ministre de l'Éducation nationale, et je suis d'accord. Pour l'instant, Gabriel Attal fait un sans faute. Juste simplement pour le respect de cette consigne qui va être donnée, ou encore une fois le décret qui va être voté, cette loi, depuis 2004 et la loi de 2004, elle est respectée, cette loi. On l'applique en France. On l'applique avec force, entre guillemets. Les gens sont sanctionnés quand ils ne respectent pas la loi. Donc moi, je me fais pas, entre guillemets, de soucis si demain, vraiment, ce port de l'abaya est interdit d'une façon ou d'une autre. J'aimerais juste aussi revenir sur autre chose, parce qu'il y a une mesure qui est passée un peu inaperçue, ou en tout cas une proposition du ministre qui est passée un peu inaperçue, mais qui il y a quelques semaines, quelques mois était important pour les Français, c'est les fournitures scolaires aussi. Il en a parlé hier soir. Et notamment, il en a parlé aussi à sa conférence de presse ce matin, comme quoi elles seraient trop chères. Je trouve aussi que c'est un vrai enjeu quand vous regardez le panier moyen des familles les plus modestes. Je crois que de moyenne, c'était 193 il y a 2 ans, 193 € il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est à 243 €. Alors, énorme. moi, j'ai cru qu'il y avait une prime de rentrée. Et si la prime de rentrée servait toujours à acheter des fournitures scolaires et non des iPhones ou des iPads, peut-être qu'on s'en sortira. Non, mais je ne généralise pas, mais c'est ce qu'on voit aussi concrètement sur le terrain. Voilà, attention aussi. Alors dans ce cas-là, on ne verse plus de prime de rentrée, et c'est l'établissement qui fournit le matériel scolaire. Ça peut être une solution tout à fait intéressante. Ça se passait comme ça dans le privé. Moi, j'ai fait toute une partie de ma scolarité dans le privé. C'était comme ça que ça se passait, et c'était très bien. Autre annonce, on peut rapidement en parler, mais c'est quand même important, sur les épreuves anticipées qui avaient été placées en mars. Et effectivement, on peut se demander comment on n'avait pas imaginé que des élèves qui, en mars, étaient au courant de leurs résultats et savaient qu'ils avaient réussi, allaient être motivés pour continuer. Oui, alors après, il y avait une logique. Ça touche à la réforme du baccalauréat par Jean-Michel Blanquer. Son but, c'était quoi? C'était que les épreuves anticipées aient lieu au mois de mars pour que les notes puissent compter pour Parcoursup, pour l'orientation. Et il s'est dit la chose suivante, les élèves ne vont pas être démotivés, puisqu'au mois de juin, il y aura le fameux grand oral et il y aura l'épreuve de philosophie. Sauf que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir du mois de mars, dès que les élèves avaient leurs résultats, ils savaient s'ils allaient obtenir ou non leur baccalauréat, et il y avait une baisse de motivation, ce qui fait que le mois de mai et le mois de juin étaient complètement perdus. Donc là, Gabriel Attal rectifie la chose, et encore une fois, il fait preuve de pragmatisme, donc c'est du bon sens. Mais donc, Kevin, vous êtes en train de nous dire que pour Parcoursup, les élèves ne pourront pas faire valoir
leurs notes de... Comme ça avait été le cas avant. Non, mais ça a toujours été comme ça. Avant, APV, scolaire, on avait, ouais, c'est ça. Et sujet soulevé par le président de la République. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur ces épreuves anticipées, mais les vacances trop longues. Ça m'exaspère. Les vacances trop longues. Ma fille, ça l'exaspère aussi. Bah oui. Non, mais moi, ça m'exaspère de dire que les vacances. On lui aura enlevé des vacances au président de la République, Emmanuel Macron. Il ne faut pas raisonner comme ça. Mais non, mais attendez, franchement, je veux dire, avant l'école fonctionnait plus. Avant, il y a peut-être 10, 20 ans, 15, 30 ans, l'école fonctionnait bien. On avait tous 2 mois de vacances. Je veux dire, ça reste des enfants, ça reste des jeunes. Ils ont le droit de pouvoir profiter de leurs vacances scolaires s'ils travaillent bien, s'ils enseignent, si on récupère le niveau. C'est pas en ramenant des enfants à l'école 15, 20 jours avant qu'on rattrapera le niveau. Alors déjà, ça existe. C'est Jean-Michel Blanquer qui l'a mis en place. J'ai l'impression d'être le porte-voix du gouvernement. Non, c'est Jean-Michel. Oui, les vacances vous ont transformé, Kevin. Voilà. Non, mais j'essaye d'être juste en fait. Il y a Jean-Michel Blanquer qui a mis en place ce qu'on appelle les vacances apprenantes. C'est-à-dire que soit au début du mois de juillet, soit à la fin du mois d'août, les élèves les plus en difficulté et les élèves volontaires peuvent en effet avoir du soutien supplémentaire pour rattraper le retard qui s'est accumulé tout au long de l'année. Après, la mesure qui a été mise en avant par Emmanuel Macron, je pense que cette mesure va dans le même sens. Il ne s'agit pas évidemment de faire une discrimination entre les élèves, il s'agit de se concerter avec les parents, avec les élèves. Est-ce qu'ils veulent rentrer un peu plus tôt pour pouvoir mieux préparer la rentrée scolaire? Et je peux vous dire qu'il y aura des élèves qui seront évidemment volontaires, parce que concrètement, quand vous allez à certains endroits, par exemple en banlieue, il y a des gamins qui sont livrés à eux-mêmes, qui restent toute la journée chez eux, qui zonent dans la cité et qui préféraient aller à l'école. Moi, tous les ans, quand je fais ma rentrée scolaire, il y a des élèves qui sont contents parce qu'enfin, ils retrouvent un cadre, ils retrouvent des professeurs, ils retrouvent des camarades, et l'idée n'est pas forcément idiote. Mais évidemment, les syndicats enseignants... Je suis pas syndicaliste. Mais vous seriez d'accord pour rentrer 10 jours plus tôt? Si c'est payé en heures supplémentaires, j'y vais, bien sûr. Je cours même. Frédéric Fougera, alors 2 choses, les épreuves anticipées et puis les vacances plus courtes. Alors sur les épreuves anticipées, moi ce qui m'étonne, c'est que j'ai le sentiment qu'en fait on modifie les règles du bac pour s'adapter ou pour répondre à des règles de Parcoursup. Alors peut-être que si Parcoursup est à ce point critiqué, peut-être que c'est Parcoursup qu'il faut revisiter et non pas le fonctionnement des épreuves du bac. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, j'ai pas spécialement d'avis. Ce qui je trouve intéressant, c'est peut-être de tester des choses et de les mesurer et ensuite d'appliquer, mais pas en permanence changer les choses. On s'y perd un peu et on se demande toujours si c'est vraiment pour l'intérêt des élèves, comme on le dit, ou est-ce que c'est pour l'intérêt des parents, le confort des enseignants, répondre à des règles de tourisme et du business du tourisme. Donc, est-ce que c'est l'élève qu'on met en priorité, comment on s'y prend, et est-ce qu'on le teste et est-ce qu'on le mesure et est-ce qu'on applique? Sur la rentrée scolaire, 2 choses. Il faudrait peut-être que les adultes donnent l'exemple, parce que la France est de loin le pays où on prend les vacances les plus longues en été. Au mois d'août, tout le monde travaille. Après, on a une bonne productivité par rapport au reste du monde. C'est une spécificité française. Et le deuxième point, c'est que l'emploi du temps de nos enfants, il est terrible, il est surchargé. C'est tout ça qu'il faut réorganiser. C'est les apprentissages fondamentaux le matin et l'après-midi, du sport, des activités. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait déjà que ces apprentissages fondamentaux soient acquis. C'est surtout, il me semble, l'enjeu aujourd'hui d'avoir des enfants qui savent lire, écrire, compter avant de savoir... Respecter autrui, pour reprendre la vulgate de Jean-Michel Blanquer. Absolument, avant que d'aller voir les ruches. Mais il y a eu quand même l'interview... Je dis ça, c'est il y a longtemps, mais c'était le cas de mes filles où elles allaient... Ou de passer des dessins animés ou des films, on est d'accord. Mais il y a eu une inflexion idéologique importante, c'est l'interview qu'a donnée Emmanuel Macron. Il parle de pédagogisme qui a globalement ravagé l'école de la République et où il dit qu'il faut renouer avec la chronologie dans l'enseignement de l'histoire. Je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Allez, on se retrouve dans un instant pour rentrer dans le dur de la politique avec Gérald Darmanin qui fait sa rentrée avec une guerre de succession ouverte. C'est à vous de répondre, à tout de suite. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et de retour avec vous dans le studio pour parler de Gérald Darmanin. Alors si on regarde les titres de la presse, on a Emmanuel Macron et Elisabeth Borne place Gérald Darmanin sous surveillance. À Tourcoing, Elisabeth Borne freine l'offensive de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin s'est installé comme un candidat à la présidentielle. Visiblement, la situation est en train d'évoluer, de changer. Vous étiez, vous, à ces universités d'été organisées face au rassemblement Oui, c'était pas une université d'été, c'était un rassemblement de Gérald Darmanin qui voulait, je pense, un peu compter ses troupes
parmi les parlementaires, des maires. Il y avait beaucoup de maires de toute la France. Voilà. Après, Elisabeth Borne est venue et je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle pour Gérald Darmanin parce que quand même, je pense qu'il veut tracer son sillon. Et par sa présence, la Première ministre lui a clairement dit je suis la chef de la majorité et c'est l'unité qui doit régner dans cette majorité. Après, au sein de la Macronie, je pense qu'il a marqué des points pour exister un peu plus en vue dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans d'une guerre des ambitions qui ne manquera pas un jour ou l'autre d'éclater entre les possibles successeurs d'Emmanuel Macron. Oui. Politiquement, c'est bizarre. Alex Darmon, oui. C'est une situation quand même. Il est quand même ministre là aussi, les Français peuvent s'interroger. On parlait de Ségolène Royal tout à l'heure. On peut s'interroger de l'intérêt pour la France. Ouais. Politiquement, c'est bizarre. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que vous êtes ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il y a une année qui arrive qui est quand même compliquée pour un ministre de l'Intérieur. Vous avez la Coupe du Monde de rugby qui va commencer dans quelques jours. Olympiques. Et vous avez les Jeux Olympiques à la fin de l'année, enfin fin de l'année scolaire en juin, juillet, août, qui vont arriver. Et donc, après le flop de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière, vous avez quand même une année où un ministre de l'Intérieur doit être concentré sur sa tâche, c'est-à-dire préparer ces événements-là. Et là, on a l'impression qu'il est déjà tourné vers 2027. Quand vous entendez son discours hier, quand vous savez que le président de la République, qu'Elisabeth Borne ont demandé à relire son discours, c'est qu'il y a des signaux qui arrivent pour dire qu'il prépare clairement les élections présidentielles de 2027. Il a le droit. Sarkozy au temps de Chirac. Oui, sauf qu'il était plus ministre de l'Intérieur, Sarkozy. Au temps de Chirac, à ce moment-là, on lui avait demandé de basculer. Non, pas du tout. Il a été ministre de l'Intérieur, puis ministre du Budget. Oui, mais on lui avait demandé de basculer à ce moment-là au ministre du Budget. Et même à un moment, il avait lâché, il était revenu ministre après. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le timing pour Gérald Darmanin, compter ses troupes, c'est normal. Il fait de la politique. Mais je pense que si il se grille cette année, si les Jeux Olympiques se passent pas bien en juillet prochain, Oui, on lui parlera pas. Le timing est étrange. Je veux dire, le trafic de drogue aussi perdure. À Nîmes. Non, mais à Nîmes, ce qui s'est passé à Nîmes. Ce qui s'est passé est quand même dément. C'est-à-dire qu'on voit que ça continue. Il y avait interdiction des mortiers, me semble-t-il, qui avait été annoncée. De la vente des mortiers, visiblement, ça n'a aucun effet. Enfin, il y a des petites choses quand même qui fonctionnent pas très bien de ce côté-là. Je sais pas qui est Frédéric Fougera. Non, mais déjà, il faut rappeler qu'à l'origine, cet événement, c'était pour Gérald Darmanin de montrer ce qu'il pesait politiquement. Alors avec une intention, en tout cas qu'on lui prête, celle de la présidentielle. Moi, j'en vois toujours deux. Adoubé par Nicolas Sarkozy. Adoubé, comme par hasard, dans un calendrier très synchronisé par Nicolas Sarkozy. Mais moi, je vois plutôt 2 tirs. On lui prête l'intention de la présidentielle. Moi, je vois aussi quand même l'intention de Matignon. Elisabeth Borne, elle ne restera pas à Matignon. Aucun Premier ministre, à part François Fillon, ne reste jusqu'à la fin du mandat. Donc, on sait qu'à un moment, elle pourrait changer. Peut-être, pour moi, se met-il déjà en situation de peser très fort. D'être incontournable pour aller à Matignon, ce qui a priori ne sert pas les candidats à la présidentielle. Vaut mieux être au ministère de l'Intérieur, ou en tout cas pour peut-être imposer celui ou celle qui irait à Matignon et donc quelque part devenir un chef politique. Cette intention de départ de montrer ce qu'il pesait a un peu changé, puisque d'un événement militant pour compter ses troupes, c'est vraiment devenu un événement national où finalement ce ne sont pas que les parlementaires qui lui sont proches qui l'ont rejoint, mais beaucoup de parlementaires. Et puis comme on disait, la première ministre qui à l'origine ne devait pas être là, qui finalement est venue, qui a fait un discours. Elle a été, je trouve, particulièrement bonne. C'est quand même pas la meilleure des oratrices. Elle a été, je trouve, très bonne, en tout cas sur la forme. Peut-être pas sur, enfin, je juge pas le fond, mais en tout cas sur la forme. Alors que lui n'a plutôt pas été très bon. Il a été assez hésitant. Il a buté sur les mots. Il n'était pas très enthousiasmant. On n'avait pas tellement envie de voter pour cette personne-là. Donc c'est quand même un événement qui a évolué entre l'intention du moment et l'origine. Et ce qui est arrivé. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y a quand même le ministre de l'Éducation nationale qui vient faire un 20h et qui vient un peu quand même perturber cette séquence le bruit com, politique et cette séance de com qui aurait pu être très orchestrée. Voilà. Mais clairement en campagne. Mais en campagne, pourquoi? Ou en campagne peut-être au pluriel. Vous avez raison, peut-être qu'il a un calendrier politique différent que celui qu'on imagine, c'est-à-dire peut-être Premier ministre dans un premier temps, il a le temps, il est jeune et président de la République rapidement et Kevin n'a pas parlé. 2 anecdotes sur hier à Tourcoing. Renaud Muselier, président de la région Sud, a fait rire tout le monde parce qu'en s'adressant à Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, il a dit Monsieur le Premier ministre. Tout le monde a vraiment beaucoup rigolé. Et ensuite il a dit Elisabeth, tu sais comme je t'aime. C'est toujours dangereux en politique quand quelqu'un rappelle qu'il aime un autre. Tout à fait. Ça veut souvent dire l'inverse. Et la deuxième chose, c'est que plusieurs
rumeurs dans les couloirs, les coulisses, etc. disaient mais Elisabeth Borne, elle pourrait commencer à avoir une ambition personnelle. Et je trouvais ça surprenant. J'avoue n'y avoir pas pensé, mais ça a été dit par plusieurs personnes. Ouais. Elle commence à s'affirmer petit à petit et ça peut donner des idées. Kevin Bossuet, cette séquence, Gérald Darmanin. Oui. Non, mais je pense qu'en effet, il est candidat à Matignon. Évidemment, comme tout homme politique, il a des vues sur la présidentielle. Mais je vous trouve sévère vis-à-vis de Gérald Darmanin. Je trouve qu'il incarne quelque chose. Il incarne cette droite populaire qui n'a pas laissé les aspirations des petits Français de chouche sur le côté. Je veux dire, il incarne une fermeté contre l'immigration, une fermeté contre l'insécurité. Et c'est vrai que même lui, c'est une forme de modèle méritocratique. Je veux dire, il vient d'un milieu populaire. Son père était tenancier de bar, sa mère était concierge et était femme de ménage, et son grand-père vient de la Tunisie, donc une réussite sociale et avec des origines également immigrées. Et souvenons-nous, on ne réussira pas, enfin, quelqu'un ne peut pas réussir à gagner la présidentielle s'il n'a pas le vote populaire, surtout s'il est classé à droite. Si Nicolas Sarkozy l'a emporté en 2007, c'est parce qu'il a su séduire une partie du vote populaire à travers cette mesure méritocratique du travailler plus pour gagner plus. Donc on verra ce que va faire Gérald Darmanin, mais en tout cas ça peut être un très bon candidat parce qu'il n'est pas déconnecté comme un bon nombre de macronistes. Juste pour répondre à Kevin, je n'ai pas du tout été sévère sur ce sujet puisque je ne l'ai pas abordé, donc vous m'avez prêté une attention qui n'était pas du tout la mienne. Non, pas du tout. Pas du tout, je partage en tout point ce que vous venez de dire sur lui. Non, mais je ne parlais pas forcément de vous, mais l'impression que finalement il se lance, il fait passer ses ambitions politiciennes avant l'intérêt national. Non, mais je suis d'accord. Par exemple, ce qu'il a fait avec Giorgia Meloni, c'est-à-dire on a frôlé la crise diplomatique. En effet, moi, ça me pose problème. Ou même ce qu'il a fait, vous évoquez Valérie, l'affaire de Nîmes, où il fait venir la CRS 8. On sent bien que ce n'est que de la communication, mais malheureusement, c'est la politique d'aujourd'hui. Et je suis d'accord avec vous, c'est bien dommage. Quand il dit que la victoire de Marine Le Pen est probable en 2027, d'abord, je pense qu'il a raison, ça c'est un fait, mais c'est surtout qu'en fait, il veut se mettre aujourd'hui en duo face à elle. C'est qu'il veut s'affirmer comme être son adversaire. Oui, mais il en a le droit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas nier, pour moi, il est plus candidat à Matignon, parce que demain, si on change de Premier ministre, ça va pas être avant le mois de mars, avril prochain. J'ose espérer quand même qu'on va pas nous faire comme Kylian Mbappé, tous les 3 mois, le feuilleton, ce qui reste, tout ce qui part. Donc, avec Elisabeth Borne, j'ose espérer quand même qu'il va y avoir un peu de stabilité en cette rentrée et que il va y avoir un peu de politique de fond. Donc, si demain on change de Premier ministre dans quelques mois, je pense qu'on est trop proche de 2027 pour quelqu'un comme Gérald Darmanin, pour être Premier ministre, même pour lui, il veut être candidat, et même pour Emmanuel Macron, je pense qu'il ne voudra pas qu'on lui refasse le coup, même si lui-même ne sera pas candidat, d'avoir un Premier ministre qui est plus concentré sur 2027 que sur sa tâche de Premier ministre. Donc je pense qu'il a raté le coche. Je pense que cet événement qui a été annoncé, qui s'est déroulé hier, qui a été préparé, selon toute vraisemblance, un peu à la hâte, un peu rapidement, c'est aussi pour dire que, à mon avis, il a un contrat à durée déterminée dans le gouvernement Gérald Darmanin. Je pense sincèrement. Mais justement, moi je trouve que c'est son intérêt personnel. Moi je ne crois pas 2 minutes qu'il veuille Matignon, parce que s'il vise 2027, il a aucun intérêt à risquer. Il est jeune, Matignon. Il a le temps. Oui, mais Matignon, c'est que, excusez-moi, c'est que des emmerdes, c'est que des problèmes à régler, et aucun Premier ministre de la République n'est devenu président de la République. Moi je n'y crois pas 2 minutes. En revanche, ce à quoi je crois plus, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un frondeur en chef dans la Macronie. Il va y en avoir un qui va casser l'unité apparente, parce qu'en interne, il y a quand même beaucoup de divisions, mais il y en a un qui va casser le bloc macronien. Et ça pourrait être Gérald Darmanin. C'est pas encore son heure, mais ça pourrait venir. Après, je pense que son principal problème, c'est que, alors même qu'il incarne une ligne régalienne dans la Macronie, il est vraiment pas populaire à droite. Et il a peu de soutien à droite. Et donc, s'il veut tenter une aventure de réconciliation de la droite jusqu'à la gauche de Bernard Cazeneuve et quelques autres, je ne sais pas s'il est assez populaire à droite, mais comme vous dites, il a le temps devant lui pour construire ça. Oui, il a le temps. Oui, quand j'ai parlé de Matignon, j'ai bien dit qu'il y avait 2 possibilités. Le fait d'y aller, ce qui n'était certainement pas une bonne idée, et le fait de peser politiquement sur le choix de celui ou celle qui ira à Matignon.
Première chose. Deuxième chose, sur le perturbateur au sein de la Macronie, en fait, quelque part, laisser avancer Darmanin ou quelque part le promouvoir, c'est aussi envoyer des messages à Édouard Philippe pour lui dire t'es pas indispensable, on n'a pas forcément besoin de toi. Donc c'est aussi une façon de laisser la place plutôt libre et de créer du flou. Donc c'est aussi une façon de préserver l'avenir pour ceux qui veulent durer ou de ceux qui sont cachés et qui ne sont pas encore sortis du bois. Oui, non, tout à fait. Notre ami Alexis Poulain qui dit en une phrase Gabriel Attal vient de flinguer la rentrée politique de Gérald Darmanin. C'est tout à fait vrai. À suivre, je crois que ça promet. Voilà, c'est une première émission qui nous a montré que l'année allait être intéressante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Alex Darmon. On se retrouve, nous, demain, dans un instant. C'est André Berkoff qui sera là, en forme, de retour de vacances. Et demain matin, à 8h30, Jean-Jacques Bourdin recevra, j'ai un trou de mémoire, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a fait le Renaud Muselier. Voilà, Renaud Muselier. Donc il pourra lui parler de son lapsus, bien évidemment. André Berkoff, dans un instant. À demain.